Bonjour, je suis Hassan Bennen, professeur de SVT. Notre leçon d'aujourd'hui porte sur les matières radioactives et l'énergie nucléaire. Comme vous savez, les stocks des énergies fossilifères sont limités dans le temps et dans l'espace. L'énergie nucléaire à très fort rendement énergétique est utilisée à grande échelle, mais elle engendre des dangers pour la santé et l'environnement. Les axes qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelles sont les caractéristiques de la matière radioactive, quels sont les intérêts de cette radioactivité et quels sont les dangers de cette matière aussi radioactive. Et finalement, on va voir quelles sont les alternatives possibles. Commençons par un petit rappel. Donc l'atome est composé d'un noyau autour duquel gravitent des électrons. Le noyau est formé de nucléons qui est composé de neutrons et protons. Prenons comme exemple la représentation symbolique du noyau. Donc X, c'est le symbole de l'élément chimique. A, c'est le nombre de nucléons qui est égal au proton plus neutrons. Z, c'est le numéro atomique qui est égal aussi au nombre des protons. Dans la nature, certains noyaux atomiques sont instables, c'est-à-dire radioactifs. Ils se transforment en autres noyaux plus stables en émettant des particules au rayonnement. Ce phénomène s'appelle la désintégration radioactive. Ces émissions sont classées en fonction du degré de leur pénétration, à savoir donc les émissions alpha à faible pénétration, donc ils sont stoppés par une feuille de papier. Les émissions bêta à pénétration faible, ils sont stoppés par une feuille d'aluminium. Et les émissions gamma à pénétration très grande, ils sont stoppés par un mur de béton ou plomb. Donc les particules alpha, un noyau d'hélium, peuvent pénétrer dans la peau et sont arrêtées par une feuille de papier. Les particules bêta chargées positivement, bêta plus, et négativement, bêta moins, ils sont arrêtés par une feuille de plastique ou d'aluminium. Et enfin, les rayons gamma, qui sont des photons de haut niveau d'énergie, n'ont ni masse ni charge, et sont arrêtés par un mur de béton ou de plomb. Passons maintenant pour voir quelques propriétés de substances radioactives. Donc, cette figure, il nous montre une famille radioactive qui correspond à l'ensemble des noyaux qui sont issus d'un même radioisotope. Ce radioisotope se désintègre et donne un noyau fils qui, à son tour, peut se désintégrer jusqu'à arriver à un noyau stable. Donc, les principales propriétés sont la décroissance radioactive, c'est-à-dire la réduction du nombre de noyaux stables jusqu'à ce que tous les noyaux de l'échantillon soient stables, et aussi la demi-vie T1,5, qui est le temps au cours duquel la quantité des atomes radioactifs diminue de moitié. Cette demi-vie varie en fonction de la nature de l'élément chimique. Comme exemple, on a ici l'iode, l'iode 131, c'est 8 jours, T de 1,5. Le beryllium, c'est 6,7 10 à la puissance moins 17 secondes. Le carbone, c'est 5730 ans. L'uranium, c'est 4,46 milliards d'années. Le thorium 90, c'est 14,5 milliards d'années. Donc la découverte de cette radioactivité, que ce soit naturelle ou artificielle, a conduit à de nombreuses applications dans une multitude de domaines qui sont. Commençons par la production de l'énergie électrique dans une centrale nucléaire. Comme vous voyez ici, une centrale est composée essentiellement de 3 circuits. Le premier circuit contient le cœur du réacteur, au sein duquel se fait la fission nucléaire, qui va libérer une énorme quantité d'énergie thermique. Cette énergie, il va chauffer l'eau de ce circuit, qui va échanger cette chaleur avec un deuxième circuit, qui va générer de la vapeur. Cette vapeur va faire tourner cette turbine. Elle-même, il va faire activer cet alternateur pour la production d'énergie électrique. Et finalement, on a le troisième circuit qui est ici matérialisé en vert, c'est un circuit de refroidissement, d'où la nécessité de l'installation de cette centrale près d'un fleuve ou la mer. Donc le texte nous résume ce qu'on a déjà vu. La fission nucléaire au cœur du réacteur génère beaucoup de chaleur
qui chauffe l'eau du circuit primaire. Ce circuit échange sa chaleur avec un deuxième circuit qui fait fonctionner la turbine et transforme cette énergie thermique en énergie mécanique par cette turbine, puis en énergie électrique par un générateur. L'eau du deuxième circuit est ensuite refroidie par un troisième circuit de refroidissement. Voyons maintenant les autres avantages de l'application de cette radioactivité. Dans le domaine de la santé, on peut utiliser ces radiations dans le diagnostic de quelques maladies en utilisant les traceurs radioactifs, aussi dans le dépistage des métastases cancéreuses et la localisation des produits radiopharmaceutiques, aussi le traitement des maladies cancéreuses par radiothérapie qui détruit les cellules cancéreuses, l'exploration du fonctionnement des glandes et organes, l'imagerie nucléaire, c'est-à-dire la scintigraphie, pour détecter les anomalies qui affectent certains organes. Et enfin, la radiostérilisation du matériel médico-chirurgical, c'est-à-dire la destruction des germes pathogènes. Autre domaine, comme celui de l'agriculture, et plus précisément la conservation des fruits et légumes, on peut procéder à l'ionisation des aliments pour prolonger la durée de leur conservation, la destruction des parasites existants dans les denrées alimentaires stockées. Aussi, dans l'industrie, on peut l'utiliser pour le contrôle des soudures, détection des fuites et d'incendies. Dans le domaine de la protection du patrimoine, c'est-à-dire en muséographie, on peut restaurer et protéger des œuvres d'art menacées. Aussi, un autre exemple, c'est la momie de Ramsès II qui a été débarrassée de ces parasites par irradiation en 1977 à Sarclay, en France. Dans un autre domaine de la recherche scientifique, c'est la progression de la recherche scientifique par l'usage des atomes radioactifs, c'est-à-dire les traceurs radioactifs, en suivant le parcours de ces radionucléides injectés dans les cellules ou dans l'organisme. Aussi, le domaine de l'exploitation de la Terre et son histoire. Les radionucléides possèdent de nombreux usages en géologie, en océanographie, en climatologie. Ils ont notamment permis de déterminer l'âge de la Terre et découvrir l'histoire du climat. Aussi, dans un autre domaine qui est la prévention des risques naturels, la prédiction des séismes suite à la libération d'éléments radioactifs, exemple le radon, la prévision des éruptions volcaniques probables à l'aide de l'extensométrie et la distensométrie. On a aussi la datation des événements biologiques et géologiques. Cette datation, c'est absolue des restes d'organismes des fossiles et des roches. En mesurant la quantité restante d'un élément radioactif pair, on peut calculer l'âge de l'échantillon en le projetant dans une courbe qui... Voilà. On passe maintenant à les inconvénients de l'énergie nucléaire. La sécurité de son utilisation est sous la responsabilité de l'homme. Donc, le problème de prise de décisions qui sont erronées, parfois irresponsables. L'inconvénient le plus alarmant est l'utilisation de cette énergie dans le secteur militaire. La durée de vie limitée des réacteurs nucléaires, donc le problème de démantèlement et de désinstallation. Et enfin, les centrales nucléaires sont des cibles pour les organisations terroristes. Maintenant, on passe pour voir les dangers de cette radioactivité. Donc, les dangers sur la santé. Les radiations, elles perturbent le fonctionnement des cellules vivantes et causent des cancers comme les leucémies, des brûlures radioactives, des mutations, la stérilité, des maladies souvent mortelles et des malformations chez les nouveau-nés. Donc, par conséquent, toute dose de rayonnement comporte un risque cancérigène et génétique. C'est une déclaration de la Commission internationale de radioprotection de 1990. Donc, les autres dangers sur l'environnement sont les radiations, ils contaminent les différents milieux naturels et s'accumulent le long des chaînes et réseaux alimentaires, entraînant une diminution de la biodiversité et un déséquilibre des écosystèmes. Quelles sont les précautions maintenant à tenir de la radioactivité? Ne pas dépasser 5 diagnostics par rayonnement chaque année, rester loin des sources radioactives le maximum possible et rester près des sources radioactives le minimum possible en cas de nécessité.
Maintenant, passons aux déchets radioactifs. Qu'est-ce que c'est qu'un déchet radioactif? C'est une matière radioactive non utilisable et non recyclable, destinée au stockage. Il peut être issu de l'industrie nucléaire ou d'autres secteurs et se caractérise par deux choses. Son niveau de radioactivité, c'est-à-dire la quantité du rayonnement émise par les radioéléments qu'il contient, et sa durée de vie, qui dépend de la période radioactive des éléments qu'il contient. Maintenant, passons à la gestion de ces déchets nucléaires. La gestion des déchets nucléaires consiste à les réduire à la source, à diminuer leur volume une fois qu'ils sont produits et à proposer une solution de gestion durable qui protège l'environnement et la santé des populations d'aujourd'hui et demain. Passons au classement pour mieux gérer ces déchets radioactifs. Donc, le classement des déchets est en fonction de leur période de demi-vie. Si la demi-vie est supérieure à 31 ans, on parle de déchets à vie longue. Si cette demi-vie est inférieure à 31 ans, on parle de déchets à vie courte. Généralement, ces déchets sont classés en 6 classes, qui sont les suivants. Les déchets à vie très courte, donc VTC, résultent des applications médicales de la radioactivité et dont les éléments radioactifs ont une période inférieure à 100 jours. Les déchets de très faible activité, donc TFA, ils sont principalement issus du fonctionnement et du démantèlement des installations nucléaires, à savoir la chimie, la métallurgie et la production d'énergie. On a aussi les déchets de faible et moyenne activité à vie courte, donc c'est la catégorie A, principalement des radionucléides à vie courte. On a les déchets de faible activité à vie longue, ce sont essentiellement des déchets de graphite issus des premières centrales et d'autres contenant du radium. Et les déchets de moyenne activité à vie longue, ce sont des déchets métalliques issus du traitement des combustibles usés et les composants ayant séjourné dans les réacteurs nucléaires. Et finalement, on a les déchets de haute activité à vie longue. Ce sont principalement les déchets issus du traitement des combustibles utilisés dans les centrales nucléaires. Passons maintenant au stockage. Donc, ces déchets nucléaires, les déchets peu radioactifs sont mis dans des fûts métalliques qui sont enfermés dans du béton. Les déchets de faible et moyenne radioactivité sont placés dans des fûts métalliques aussi, mais disposés de manière à former des couches isolées les unes des autres par du béton. Pour les déchets très radioactifs qui produisent une quantité importante de chaleur, ces déchets sont vitrifiés et coulés dans des conteneurs métalliques, puis stockés dans des cellules de refroidissement. Et pour éviter tout risque, ces fûts et conteneurs sont stockés définitivement dans un lieu éloigné des habitations, dans une couche géologique imperméable et stable à une très grande profondeur. Exemple, donc on a ici une station de stockage. Ici, nous avons le bâtiment de réception et de contrôle, un puits d'accès et de ventilation, jusqu'à arriver aux couches d'argile ou de granit géologiquement stable. Puis on creuse un réseau souterrain dans lequel on creuse des puits de stockage. Donc les alternatives possibles, puisque la production d'électricité par les centrales nucléaires est importante, mais les dangers qui l'accompagnent sont énormes sur l'environnement et la santé de l'homme. Donc l'adoption d'une stratégie énergétique basée sur les énergies renouvelables est impérative. Ces ressources énergétiques, même si elles ne produisent pas autant d'énergie que les centrales nucléaires, mais elles offrent une énergie propre qui ne présente aucun danger sur l'environnement et la santé de l'homme. Merci, à bientôt dans le contrôle de la qualité et de la salubrité des milieux naturels. Votre prof Hassan Banan.